je vais vous présenter la 7e leçon du module Programmation avancée et qui est intitulée Analyse de la complexité des algorithmes. Alors, si on a étudié auparavant les symboles pour mesurer la complexité d'une fonction, si on a étudié quelles sont les classes de complexité, à savoir les problèmes difficiles, les problèmes faciles, avec toutes les classes constantes, linéaires, logarithmiques et log de n, et puis les classes difficiles, exponentielles, NP, NP dur, NP complet, il s'agit dans cette leçon de voir quelle approche suivre finalement, quel algorithme suivre pour pouvoir, pour un certain problème, trouver la meilleure solution. Donc, cette leçon se compose des éléments suivants. Tout d'abord, je vais détailler quels sont les facteurs influents pour l'efficacité d'un programme. Ensuite, je vais proposer une approche pour rechercher le meilleur algorithme d'un certain problème. À la fin, je vais détailler quelques problèmes connus. Alors, tout d'abord, quelques facteurs influents sur l'efficacité d'un programme. Alors, si à partir d'un problème, vous réussissez à écrire un algorithme, alors déjà, la transformation entre le problème et un algorithme, on peut perdre en efficacité. Si maintenant, l'algorithme est donné à un programmeur expert, c'est clair qu'on va obtenir un programme efficace. Donc, ça veut dire que l'efficacité du programme dépend de l'efficacité de l'algorithme utilisé et puis aussi de l'expertise du programmeur. Maintenant, avec un programme qui est efficace, qui utilise un compilateur efficace, c'est clair que l'on va produire un exécutable efficace. Maintenant, si on utilise un compilateur qui n'est pas connu pour son efficacité, pour la gestion de mémoire ou pour la rapidité d'exécution parce qu'il est fortement typé, par exemple, on aura un exécutable pas assez efficace. Où l'on perdra en fait l'expertise du programmeur et l'efficacité de l'algorithme. Alors, si maintenant on relie l'efficacité de l'algorithme à l'efficacité du programmeur et du programme, à l'efficacité du compilateur, et on a un programme exécutable qui soit efficace, il faudrait au fait exécuter ce programme efficace sur une machine qui soit rapide. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte si on veut au fait limiter tous les problèmes qui peuvent influer sur la non-efficacité de nos programmes. Donc, tout d'abord, l'efficacité d'un programme dépend du problème à résoudre, de son contexte. Comme on a dit, il y a des problèmes qui sont difficiles, pour lesquels, même si on met un bon algorithme, un bon programmeur, un bon compilateur, une bonne machine, on n'arriverait pas à répondre dans un temps très limité. Alors, l'algorithme de résolution, bien sûr, il faut qu'il soit travaillé de telle sorte à fournir le meilleur algorithme qui existe pour répondre efficacement au problème. Il existe bien sûr plusieurs types abstraits qui répondent avec des complexités différentes à des mêmes problèmes. Donc en choisissant, en jouant sur les types abstraits, on pourrait améliorer l'efficacité de traitement d'un problème. Et donc l'algorithme derrière de résolution va être plus efficace. Alors, avec un algorithme efficace, il faudrait ajouter l'expertise du programmeur. Donc, bien sûr, fonction de la complexité du programme, de la complexité du langage à utiliser, il faut un programmeur assez expert
pour avoir un programme efficace. Alors, l'habilité du programmeur est en jeu. La rapidité de la machine, donc il faut une machine rapide, mais souvenez-vous, quand on a multiplié la rapidité de la machine par 100, on n'a pas forcément réussi à avoir un traitement d'un certain nombre important de problèmes. Donc on a même multiplié la force de la machine, la rapidité de la machine par 1000, et pour des problèmes exponentiels, 3 à la puissance n, on n'a pas obtenu une si grande différence. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a mis la rapidité de la machine vraiment vers la fin. Donc, puis le langage de programmation, donc ça c'est un point à ne pas éliminer non plus. Choisir un langage de programmation qui soit efficace en termes de gestion de temps, mémoire, en termes de gestion de type. Donc qu'il ne perde pas beaucoup de temps à faire des calculs sur les types à l'exécution. Et puis le compilateur, donc on a dit, il faut choisir un compilateur qui nous donne des résultats assez intéressants. Au jour d'aujourd'hui, les langages, les machines, les compilateurs sont devenus assez efficaces. Cependant, il faut tenir en compte ces différents facteurs. Donc, je vais vous présenter une méthode de recherche du meilleur algorithme d'un problème. Si auparavant, on a étudié les différents symboles, donc les 5 symboles, qui sont grand O, petit o, oméga, θ et tilde, donc asymptotiquement proportionnels, pour mesurer la complexité d'un problème. Et si on a vu différentes classes d'algorithmes, à savoir les algorithmes difficiles, les algorithmes faciles, avec dans la classe des algorithmes faciles, les algorithmes qui répondent en temps constant, ceux qui répondent en temps linéaire, ceux qui répondent en temps logarithmique, ceux qui répondent en temps L log de n. Donc, et puis, pour certains problèmes, comment finalement aboutir à un algorithme qui répond efficacement à ce problème. Donc, on va aborder la résolution de problèmes. Donc, comme première étape de notre approche, on va se poser une question. Tout d'abord, est-ce que le problème à résoudre est décidable ou semi-décidable? Donc, rappelez-vous, on avait la classe des problèmes non décidables et puis les autres problèmes qui pouvaient soit être semi-décidables, soit être décidables. Donc déjà, première question, est-ce que notre problème est indécidable? Auquel cas, s'arrêter, il n'a pas eu d'algorithme jusqu'à maintenant. Ou bien, il n'est pas non décidable. C'est-à-dire qu'il existe un algorithme qui répond en temps fini à ce problème. Alors, est-ce qu'il est semi ou décidable? Semi-décidable ou décidable? Bon, il faut creuser la question avant de passer à voir la suite, à voir le détail du problème. Donc, si notre problème est indécidable, on arrête. Si le problème est décidable, on se pose la deuxième question, qui est de dire, est-ce que le problème à résoudre, qui est semi-décidable ou décidable, est d'une certaine classe de complexité connue? Donc déjà, on a raccourci le problème de dire quel algorithme pour ce problème. Il est décidable, il est de quelle classe? Est-ce qu'il est dans la classe des
problème NP dur, est-ce qu'il est plus que ça dans la classe des NP complets, ou tout simplement, il est dans la classe NP. S'il n'est pas NP, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de non-déterminisme, ben, en fait, il reste la classe des problèmes polynomiaux. Où là, il faut vérifier s'il est quadratique, cubique, etc. Donc, première étape, est-ce qu'il est décidable? Deuxième étape, est-ce qu'il est d'une classe polynomiale où il est NP, ou bien il est NP dur, ou bien il est NP complet? Donc déjà, on voit quel type d'algorithme on peut proposer à ce problème. Donc après avoir répondu à ces deux questions, on se pose une troisième question qui est de voir si le problème à résoudre, qui est semi-décidable ou décidable de classe connue, se réduit polynomialement à un autre problème déjà résolu. On sait que notre problème, il est décidable ou semi-décidable. On sait qu'il est d'une certaine classe NP, P, NP dur ou NP complet. Maintenant, on va essayer de détailler plus et trouver dans la nature, dans la littérature, s'il existe un autre problème vers lequel notre problème initial peut se réduire avec une transformation polynomiale. Donc il s'agit de la réduction en temps polynomial dont on a parlé auparavant. Alors, si on a vérifié les trois premières questions, à savoir s'il est décidable ou non décidable, s'il est d'une certaine classe connue, s'il trouve un problème vers lequel il peut se résoudre, donc on traite ces trois différents problèmes, et puis le quatrième problème qui est de dire, ben, peut-être notre problème, il est de classe NP. Et s'il est de classe NP, est-ce qu'on peut appliquer des algorithmes exacts d'exploration exponentielle? Alors, en leçon 25, 22 jusqu'à 25, on va traiter ce genre d'algorithme exact d'exploration, à savoir branch and bound, à savoir le backtracking, à savoir diviser pour résoudre. Donc, si on essaie de résumer les quatre premières étapes de notre approche, on va vérifier si notre problème est décidable ou semi-décidable. Par la suite, on va vérifier si notre problème appartient à une classe de complexité connue. Par la suite, on va vérifier s'il existe une réduction de notre problème P en un autre problème connu. S'il existe une telle réduction, ben, il s'agit au fait de réutiliser la solution au problème connu. Donc, on revient à la notion de réutilisabilité dont on a parlé en leçon de réutilisabilité et généricité. Donc, on réutilise la solution du problème déjà résolu. Alors, en quatrième étape, on va voir si notre problème est un problème non déterministe polynomial avec un algorithme exponentiel. Donc, les algorithmes au fait dont on a parlé ici, donc à savoir branch and bound, backtracking ou diviser pour résoudre, sont généralement des algorithmes exploratoires exponentiels. Alors, en cinquième étape, je vais poser la question, si on a un problème NP, est-ce qu'on peut appliquer des algorithmes d'approximation et ou heuristiques polynomiaux, à savoir les algorithmes gloutants, la recherche tabou, le recueil simulé ou les algorithmes génétiques. Donc, en fait, pour les problèmes NP, il existe différents types de solutions, à savoir les solutions exploratoires exponentielles.
branch and bound, backtracking, diviser pour résoudre. Il existe des algorithmes d'approximation polynomiale, à savoir les algorithmes gloutons, recherche tabou, recueil simulé, algorithmes génétiques. Et il existe d'autres algorithmes qui sont plus efficaces que les algorithmes exacts exploratoires, où l'on utilise du backtracking et des heuristiques en fait sur le branch and bound. Alors ici, il faut se poser la question si l'on peut éliminer le fait que les algorithmes exploratoires exponentiels peuvent être donc enrichis, aidés par une approximation mathématique pour gagner du temps et répondre en temps polynomial. Alors ces algorithmes-là ne sont pas exacts et aboutissent au fait à des solutions semi-optimales, mais rapides par rapport aux algorithmes exploratoires qui sont eux exacts, mais qui répondent en temps exponentiel. Et rappelez-vous, les algorithmes à 3 à la puissance n qui donnaient au fait des temps de réponse qui peuvent être des jours, des mois ou des années, voire des siècles, quand la taille de la donnée augmente. Alors, après avoir posé on va dire si le problème à résoudre, mais il est exponentiel. C'est-à-dire que cette fois, notre problème, il n'est pas non déterministe polynomial. Par contre, il est exponentiel. Donc, il existe dans la littérature plusieurs problèmes qui sont exponentiels, mais qui ne sont pas NP. Par exemple, calculer le nombre de combinaisons P parmi N. Donc ça, c'est un problème qui est exponentiel, mais qui n'est pas non déterministe polynomial. Alors, il existe d'autres problèmes, tels par exemple le calcul récursif de la suite de Fibonacci, dont on va traiter ces problèmes-là en leçon d'optimisation des fonctions récursives. Alors, donc, voilà, ce type de problème, au fait, on le voit au fait dans les équations récurrentes généralement, où on va faire des calculs qui sont redondants. Et donc, on va faire ces calculs-là plusieurs fois, sans se rendre compte. Alors, on peut factoriser ce genre de calcul. Alors, peut-on appliquer la programmation dynamique? Par exemple, si on prend Fibonacci de n, qui est égal à Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2, avec Fibonacci de 0 est égal à 0 et Fibonacci de 1 est égal à 1, en fait, on se rend compte que pour calculer f de 4, on doit calculer f de 3 et f de 2. Et pour calculer f de 3, on doit calculer f de 2 et f de 1. Donc ici, au fait, on a déjà calculé f de 2, mais on va le recalculer encore une fois. Donc en fait, c'est des calculs répétitifs qui nous font perdre beaucoup de temps. Du coup, l'aspect exponentiel. Donc là, en fait, on peut appliquer une technique connue qui est la technique de programmation dynamique que l'on va voir dans la leçon suivante, où en fait, on ne va plus faire une récursivité descendante, mais on va essayer d'avoir un algorithme itératif ascendant où l'on va calculer les éléments selon un ordre topologique pour ne plus recalculer des éléments déjà calculés. Et donc, ça passe par le marquage des éléments déjà calculés et la tabulation de ces résultats, de telle sorte, en fait, à ne plus revenir en arrière et accumuler les résultats. Donc, c'est de la programmation dynamique que l'on va voir par la suite. Alors, si maintenant, on a traité les 6 questions, la 7e revient en fait à dire si le problème à résoudre
est maintenant polynomial. Hein? Donc rappelez-vous, en grand taux de n à la puissance k. Hein? Alors, k est supérieur à 1 parce que si c'est k, k est égal à 1, n. Donc on va en fait être dans un problème linéaire. Donc peut-on trouver une solution polynomiale, hein, avec un k moindre ou en n log de n? C'est-à-dire, on peut avoir en fait un problème qui soit polynomial. Hein, donc n à la puissance k. Mais dans des cas particuliers, et en utilisant des types abstraits de données particuliers, on peut réduire notre exposant. Hein. Donc on peut réduire notre exposant et passer d'un algorithme pas efficace à un algorithme plus efficace. Hein. Par exemple, prenons le produit matriciel. Hein. Donc soit ce symbole est le produit matriciel, on prend la ligne I et la ligne J, et ça nous donne au fait, par produit scalaire de la ligne I avec la ligne J, l'élément IJ de notre matrice résultante. Donc ça, c'est un algorithme très simple et aveugle de la multiplication matricielle. C'est-à-dire, en fait, ici, en fait, on a n carré éléments, et pour chaque élément, on a fait un produit scalaire. Et un produit scalaire, il a été vérifié dans les leçons précédentes qu'il est linéaire, parce que ça revient à multiplier élément par élément les éléments de deux vecteurs, et puis faire une somme à la fin, donc c'est linéaire. Donc en fait, notre matrice, en n carré éléments, pour chaque élément, on a un produit scalaire linéaire, et donc en fait, notre produit matriciel, il est en n3. Donc c'est notre cas ici. Alors ça c'est un algorithme qui est itératif et qui est aveugle, mais il a été prouvé que ce cas qui est égal à 3 peut être réduit. Hein? Donc on va voir par la suite combien vaut, dans la suite de la leçon, combien vaut ce cas avec un algorithme optimal en utilisant diviser pour résoudre. Alors, parmi les techniques qui existent pour améliorer au fait notre cas, on peut faire la division, diviser pour résoudre, on peut faire de la programmation dynamique et on peut faire des solutions hybrides qui, en fait, marient la division pour résoudre et marient avec la programmation dynamique pour aboutir à des solutions hybrides. Alors, un autre exemple qui se pose pour ce type de question, c'est le tri. Hein? Donc, il est connu que le tri par insertion, par exemple, est quadratique. On va voir ça dans la leçon concernant les tris. Donc, le tri aveugle est quadratique. Hein? Mais on a prouvé, c'est prouvé, que le meilleur tri qui existe, il est en log n, log base 2 de n. Hein? Ce qui veut dire au fait que là, on avait un problème polynomial, hein? Et on l'a réduit à un problème, finalement, n log de n. Okay? Donc, on peut passer d'un problème n à la puissance k à un problème n à la puissance k' inférieur à k, et on peut passer d'un problème n à la puissance k à un problème n log de n. Bien sûr, selon le contexte du problème. Hein. Ce n'est pas toujours possible. Par contre, en utilisant des techniques telles que la programmation dynamique divisée pour résoudre ou des solutions hybrides. Hein. Pourquoi solutions hybrides? Parce que, par exemple, pour le tri, hein, il est connu aussi, et ça on va le voir dans la leçon des tris, il est très connu que quand la taille des éléments à trier est supérieure à un certain n0 fixe, on utilise un certain algorithme A1 de tri. Et quand n est inférieur ou égal à n0, on utilise un algorithme A2. Certes,
moins efficace que A1 pour les grandes tailles, mais plus efficace que A1 pour les petites tailles. Hein? Donc remarquez bien par exemple la courbe. La courbe n carré avec la courbe n. Donc y est égal à n carré et y est égal à n. Hein? On est bien d'accord que n carré est toujours supérieur à n. Hein? Pour n supérieur ou égal à 1. Par contre, entre 0 et 1, hein, la courbe n carré est inférieure à la droite y est égal à n. Ce qui veut dire au fait que là, pour une taille assez conséquente, on utilise un certain algorithme, mais pour une taille inférieure, donc là on a mis au fait le n0, on utilise un autre algorithme. Mettons là algorithme A1 et là algorithme A2. Et c'est ce qui se passe au fait pour les solutions hybrides. Hein. On utilise celui-là ici et on va utiliser au fait cet algorithme-là ici. Hein. Alors, l'étape 8 de notre approche est de dire si le problème à résoudre est linéaire, peut-on trouver une solution logarithmique ou constante? Alors, comment ça? Hein? Il se peut qu'on trouve que notre problème peut être résolu grâce à un algorithme linéaire. Hein? Mais il faut se poser la question, est-ce que l'on ne peut pas avoir un temps de calcul logarithmique ou bien constant? Alors, un exemple, la recherche dans un tableau. Hein? C'est très connu que rechercher dans un tableau linéaire ou dans une liste est linéaire. Donc là, on est dans ce cas de figure. Maintenant, si on transforme ce tableau d'éléments en un arbre binaire, et on va voir les arbres binaires dans les leçons à venir, ben, au fait, la profondeur maximale d'un arbre binaire est en log du nombre d'éléments. Et ça aussi, on va le prouver dans les leçons à venir. Donc, en fait, rechercher au fait un élément, c'est parcourir au maximum toutes les branches de l'arbre jusqu'à aboutir aux feuilles. Et au fait, là, on est passé d'un calcul linéaire en un calcul logarithmique. Alors, d'autres types de recherche existent. Bien sûr, le contexte, il faut que le contexte le permette. On ne peut pas toujours faire cette transformation de tableau en arbre binaire. Mais quand il s'agit d'un contexte qui le permet, on le fait. Il y a un autre exemple où l'on a donc une recherche linéaire dans un tableau, en moyenne, et il y a des techniques, par exemple les techniques de hachage, qui eux, au fait, n'indexent pas simplement les éléments par leur index, mais les indexent, au fait, par un certain code, par un certain code. Donc on a H1, H2, H3, etc. Et là, au fait, on va avoir des sous-tableaux d'éléments. Donc par exemple ici, E3.1, E3.2, etc. Où au fait, la fonction de hachage de E3i est égale à H3. Donc en fait, au lieu de stocker les n éléments dans un tableau, on va stocker des petits tableaux. Donc en fait, notre ensemble de départ, il est comme ça. On va le partager. On va dire que ces éléments-là, leur code c'est H1, ces éléments, leur code c'est H2, ces éléments c'est H3, etc. Et on va réduire en fait le nombre des éléments parcourus. Alors, il est prouvé là aussi
que plus l'espace de hachage est grand, hein, c'est-à-dire plus on va classifier et stratifier nos éléments, plus au fait la taille de nos sous-tableaux va être réduite jusqu'à aboutir au fait à une constante. Hein. Au fait, rechercher un élément dans un tableau revient en fait à lui calculer sa fonction de hachage, et fonction de cette fonction de hachage, on va trouver où il se trouve dans le tableau, hein, et puis parcourir au fait les cas éléments. Hein. Et donc au fait, on revient à faire une recherche en coût constant. Hein. Donc on a vu ici une transformation d'un algorithme qui était linéaire en algorithme qui est logarithmique, selon le contexte. Et on a vu ici une transformation d'un algorithme qui était linéaire en algorithme qui était constant, bien sûr, selon le contexte. Alors, afin de pouvoir effectuer ce type d'optimisation, il y a des techniques qui existent, telles que diviser pour résoudre, la recherche par dichotomie, hein, qui elle aussi fait de la recherche logarithmique au lieu de faire de la recherche linéaire, et donc qui ressemble au fait à la recherche d'un élément dans un arbre binaire de recherche. Et puis, bien sûr, l'utilisation de types abstraits de données avancés, tels les tables, les arbres binaires de recherche, l'état, etc. Et on va voir dans les leçons à venir des explications de ce type abstrait de données avancées, puis des algorithmes de leur utilisation. Alors, quelques problèmes connus. Alors, si on a une approche avec 8 étapes, qu'on peut suivre et qui nous permet en fait de retrouver quel meilleur algorithme on peut appliquer, hein, il existe des algorithmes connus dans la littérature, hein, et auxquels on peut se référer pour ne pas avoir à retraiter des problèmes déjà traités. Donc, quelques exemples de problèmes faciles. Alors, recherche dans un ensemble. Hein, il est connu que si l'on utilise les algorithmes sur le type abstrait de données listes, qu'on va voir par la suite, sans ordre, en fait, on aboutit à un algorithme linéaire. Hein? Donc, on recherche élément par élément dans la liste, et donc on a en fait du linéaire. On doit traiter les n éléments avant de... Donc, au maximum, au pire des cas, on revient en fait à la notion de complexité au pire des cas, c'est-à-dire on peut retrouver l'élément en première place, comme on peut le retrouver. Et si on calcule la complexité en moyenne, on va tomber au fait sur une probabilité de 1 sur n que multiplie une certaine somme n carré, et donc au fait la complexité de la recherche en moyenne, elle est linéaire. Hein? Donc, en utilisant des arbres binaires de recherche ou de la dichotomie, on a au fait une recherche en O de log de n. Donc, au lieu d'avoir une recherche linéaire, on a une recherche logarithmique. Alors, les arbres binaires de recherche, on va les étudier. La dichotomie revient à traiter au fait une recherche par branche en séparant par deux les éléments. Vous pouvez vous référer à la littérature. Alors, on peut faire mieux en utilisant des tables de hachage, comme on a brièvement expliqué. Et là, en fait, on retrouve le O de K dont je vous ai parlé ici. En fait, O de K est égal à O de 1, hein, donc la classe constante des algorithmes. Donc, en O de 1. Alors, si on prend, à part le problème de recherche dans un ensemble, on prend le problème de tri. Alors, le problème de tri, il existe des algorithmes aveugles quadratiques qu'on va traiter aussi, qui s'appellent au fait des algorithmes simples, basiques, tri par insertion, tri à bulles, on va les étudier. Et il y a des algorithmes rapides, tels que le quicksort,
qui utilise la technique de diviser pour résoudre, qu'on va également étudier dans les leçons 22 à 25. Et donc, ce type d'algorithme donne au fait un résultat de n log de n. Un produit matriciel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut le faire en exécutant le produit scalaire des lignes colonnes n carré fois le nombre des éléments de la matrice résultante, on obtient en fait un algorithme cubique. Mais c'est un algorithme en fait très simple, donc récursivité simple, qui a été prouvé qu'on peut l'améliorer avec une technique divisée pour résoudre. Et on obtient en fait un petit taux de n, donc c'est plus précis que le grand O, n à la puissance 2,8. Donc là en fait, c'est un exemple de problème linéaire qui se réduit en problème logarithmique et qui peut, dans d'autres contextes, se réduire à un problème constant. Là, le problème du tri, c'est un problème qui est, avec un algorithme simple, peut être quadratique, tri par insertion, tri à bulle, et qui peut se transformer en tri efficace n log de n. Là aussi, un algorithme n, donc cubique, n3, qui peut se résoudre en fait à n de à la puissance 8. Alors, d'autres types d'algorithmes connus, la multiplication binaire. Alors, la multiplication binaire, on peut penser dans l'absolu que la multiplication binaire de deux nombres binaires de n bits chacun, c'est une multiplication faite quadratique, où il faut en fait multiplier chaque bit par tous les bits. Et donc, en fait, ça fait un produit cartésien, finalement. Et donc, le produit cartésien, il est quadratique. Cependant, par une méthode divisée pour résoudre, on peut aboutir à θ de n à la puissance 1,58. Donc, qui est plus efficace qu'un algorithme quadratique. Alors, parmi les problèmes difficiles, on peut trouver des problèmes de satisfaction de contraintes, de coloriage, de graphes, de recherche de circuits hamiltoniens, de problèmes de remplissage de sac à dos, et donc qui sont des problèmes en fait NP, qui peuvent utiliser grâce à des algorithmes tels que Branch and Brown qu'on va étudier par la suite, on peut aboutir à des algorithmes donc exponentiels. On a dit que c'est des algorithmes exploratoires, exponentiels, et qui sont des algorithmes exacts. On peut effectuer des approximations et avoir en fait des algorithmes qui sont polynomiaux, et on peut utiliser des heuristiques poussées pour avoir des algorithmes polynomiaux, mais plus efficaces que des algorithmes par approximation. Alors, si on veut en fait résumer notre approche, tout d'abord, on se pose la question, P est-il décidable? Puis, P est de quelle classe de complexité? Existe-t-il une réduction de P en un autre problème? P est un problème NP, existe-t-il un algorithme exponentiel? Puis on va voir, en cinquième question, est-ce que P c'est un problème NP? Est-ce qu'il existe une certaine approximation polynomiale? Donc, O de n est puissance k, donc polynomiale. Donc, en étape 6, P n'est pas non déterministe polynomial, mais il est en 2 à la puissance n. On a vu la combinaison P parmi n, Fibonacci, en utilisant une récursivité simple et aveugle. Est-ce qu'on peut appliquer de la programmation dynamique? 7, P est polynomial. Est-ce qu'on peut réduire le cas ou est-ce qu'on peut passer en n log de n? P est linéaire. Est-ce qu'on peut passer à log de n ou à un algorithme constant? Si on prend par exemple la recherche dans un tableau, c'est décidable, c'est donc linéaire. On peut passer ça parce que c'est pas NP, donc on ne nécessite pas une réduction. On peut passer ça. Il n'est pas NP et il est meilleur que exponentiel. Il est polynomial. On peut passer ça parce qu'il est même plus, il est linéaire. Alors,
rechercher un élément dans un tableau, est-ce qu'on peut le rendre logarithmique? Alors ça dépend des cas. Est-ce qu'on peut faire de la dichotomie ou est-ce qu'on peut faire du constant? On peut faire de la dichotomie si on peut le rendre sous forme d'arbre où il y a une comparaison et si on peut faire du hachage. Pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.